Véritable phénomène dans The Voice 9 France, il a fait l'unanimité durant toute l'aventure. À 27 ans, ce jeune homme, originaire du Bénin et étudiant aux Beaux-Arts de Paris, s'est imposé au public et rend fier la nation de Deneuve. Sa voix, sa gestuelle, sa personnalité le démarquent de tout ce que vous avez déjà vu. Aujourd'hui, je vous emmène passer un super moment avec Franck-Olivier Nyakaja, a.k.a. Ife. Si vous êtes prêts, alors je suis prête. So let's go, Toleka! Alors bonjour Ife. Salut Pélagie. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi et ça a pu se faire voir depuis mon arrivée. Ah ça c'est clair, ouais. Effectivement tu es rentré d'une façon tonitruante. Mais je pense qu'on va avoir de belles photos avec ça. Je crois aussi, surtout que c'était dans l'image derrière l'objectif. Clairement, un boss. Qui fait des photos excellente. Ouais, exactement. Et du coup, je voulais venir te surprendre. J'espère que la surprise, elle est bonne. Oui, la surprise, elle est agréable, on va dire. Ok. Alors, on va commencer. Ton nom à l'état civil, c'est Franck-Olivier Nyakaja. C'est ça, tout à fait. Pourquoi avoir choisi Ife comme nom de scène et quelle en est la signification? Alors, mon nom de scène, Ife, est également mon prénom en fait. Okay. C'est le prénom que m'a donné mon grand-père paternel, qui donc a des origines Yoruba. Okay. Et donc c'est Ife qui signifie amour, tu vois. C'est un prénom que je n'aimais pas particulièrement quand j'étais gamin. Ah oui. Ouais, on m'appelait Ife ici au Bénin, je vivais ici et je suis parti, j'avais 15 ans. Et donc les gens m'appelaient Ife, tu vois le truc avec l'amour, il est amoureux, tout ça, ce genre de blague quand tu es à l'école primaire quoi. Et donc oui. Je n'aimais pas vraiment ce prénom-là. C'est pour ça que quand je suis arrivé en France, j'utilisais le prénom Franck-Olivier pour tout le monde. C'était Franck-Olivier. C'était plus simple pour moi. C'était beaucoup plus simple pour moi. Après, je sais pas, il y a eu cette espèce, je sais pas, c'est comme si mon prénom, c'est comme si mes origines m'appelaient en fait. Il y avait ce prénom qui était là et j'ai appris à aimer mon prénom comme ça, en me décidant en fait à me servir de ce prénom comme prénom de scène. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi ce prénom. Parce que effectivement, je me considère comme une composante de l'amour au sens large. Tout est dit. Pour un fils du Dahomey qui est né en France. Exactement. Et qui vit en France depuis ses 15 ans. Exactement. Qu'est-ce que ça fait de cette expérience de retour aux sources là, à Cotonou? L'expérience du retour aux sources à Cotonou, en fait, il y a le truc en tant que fils du Dahomey, comme tu dis, mais il y a également ce truc lié à la lumière que The Voice m'a apporté. Donc, tu vois, la fierté des Béninois par rapport à de mes frères et de mes sœurs, tu vois. T'es toujours fier. C'est clair, ça fait vraiment plaisir. Et en fait, il y avait une appréhension liée à ce retour-là, de me dire je vais rentrer au Bénin. Oui. Voilà, je vais me retrouver avec les miens, comment ça va se passer, tu vois. Il y avait ce questionnement-là, mais ça s'est vraiment bien passé pour le coup. Et j'ai été bien accueilli, j'ai commencé à courir dans tous les sens, mais c'était à la fois épuisant, mais c'était également édifiant. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que ça me permet de me confronter aux réalités de mon pays. Oui. Et de trouver les moyens de fonctionner avec, puisque j'ai l'intention de faire des choses à l'avenir ici. On sera là, faut voir. Vous allez le découvrir avec le temps. Et on parlait de The Voice, le grand public t'a connu donc il y a quelques mois, de la 9e saison de The Voice. 9e saison. Et tu as fait tourner les 4 coachs. Disons que cette expérience 2 ans plus tôt ne t'avait pas ouvert ses portes. C'est ça. Comment tu as vécu The Voice? The Voice pour moi ça a été, c'était pour pouvoir raconter comment j'ai vécu The Voice, il faudrait partir du moment où j'ai reçu ce message sur Messenger, donc sur Facebook. Oui. J'ai reçu un message d'un certain Charles Pro Yavo qui me dit qu'il est, sur des projets de casting musicaux sur des chaînes de télévision
et qui pense que j'ai le profil. Donc, moi j'ai cru à un canular, j'ai pas répondu tout de suite, tu vois. J'ai laissé me mariner pendant une semaine. Une semaine après, je rencontre un de mes voisins, donc de mon bâtiment. Et je sais pas, on venait de se rencontrer, on a accroché, donc on s'est mis à parler et je lui ai raconté ce truc-là. Il m'a dit, faudrait que ton doigt, tu le mettes dans tous les trous possibles. Signifiant, donc je préfère préciser, signifiant en fait que les opportunités qui se présentent devant toi, il faut que tu puisses les saisir. Donc j'ai répondu directement, je suis rentré chez moi, j'ai répondu à ce gars et il m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai appelé et quand j'ai discuté avec lui, je me suis dit waouh, en fait il n'y a que quelqu'un qui est à l'intérieur de la production de The Voice qui peut me dire les trucs qu'il me dit. Ouais, toutes ces infos. Toutes ces informations. Et donc du coup je lui ai dit bien sûr, je suis intéressé par le casting et tout. Et il m'a dit ouais, qu'est-ce qui te donnerait envie en fait de participer à The Voice? Et je lui ai dit que c'est une expérience, ça va certainement me permettre d'apprendre à faire des choses et puis c'est un rêve de gamin, tout ça. Ouais. Donc, ok, quand est-ce qu'on peut te caster? On était un jeudi. Donc c'est le lundi donc de la semaine qui a suivi, donc 4 jours après que je me suis fait caster et ça a été, à partir de là, ça a été très vite. J'ai rencontré le directeur de casting, j'ai rencontré l'équipe de The Voice, tout ça au fur et à mesure. Mon casting s'est passé à une vitesse incroyable. J'avais 2 choix de chansons, une en français et une en anglais. Ouais. Et celle qui était en anglais, c'est la chanson que j'ai faite à mon audition à l'aveugle, Drowning, du coup de Mick Jenkins. Donc j'avais fait ces 2 chansons. J'ai pas pu, j'ai fait quoi, à peine 20 secondes de chacune de ces chansons que le casteur, le directeur de casting, donc Bruno Berberes, m'a arrêté net à chaque fois en me disant c'est bon, désolé je te coupe mais c'est parce que c'est bon, on passe à la suite. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte, tu vois. Ok, je rencontre toute l'équipe avec le directeur artistique dans un big studio et je refais donc mon audition, mon audition à l'aveugle devant eux et enfin mon audition à l'aveugle, donc mes 2 interprétations et ils voulaient que je fasse la chanson en français. D'accord. Moi je leur ai dit je comprends. Mais j'insiste pour que ce soit la chanson en anglais parce que j'ai un lien fort avec cette chanson. Donc ils se sont dit ok, les musiciens qui étaient présents, ils étaient absolument chauds pour faire ça et bam, je me suis retrouvé à l'audition à l'aveugle. Les moments les plus fous pour moi sont des moments qui sont plus intimes, donc avec les autres talents. Et au fur et à mesure, l'audition à l'aveugle, la battle. Ouais. Mon audition à l'aveugle, c'était un pur moment de... J'étais brute sur scène. Je me suis mis à nu et j'étais brute sur scène. Et même moi, quand j'ai regardé cette étape, je préfère en parler maintenant. Même moi, quand j'ai regardé mon audition à l'aveugle après la diffusion, waouh, j'ai compris pourquoi Marc Lavoine a eu les larmes aux yeux. Mais ouais, tout au long de mon aventure, audition à l'aveugle, battle, ma rencontre avec Kim, qui faisait partie de mon équipe, on ne se connaissait pas et puis on se retrouve à chanter un truc ensemble. Donc on a créé, il y a une complicité qui s'est créée au fur et à mesure. Donc c'est une véritable aventure où tu vis des tas de choses en même temps. Putain, le choix de la chanson. Maintenant que j'y pense, le choix de cette chanson à l'étape des chaos que j'ai interprété, entre la battle et l'étape des chaos, ils m'ont posé... on a eu un échange de choix de chansons avec le chargé des titres de l'équipe de The Voice. D'accord. C'est-à-dire que quand tu veux faire une chanson, que tu veux interpréter une chanson à The Voice, tu fais une proposition au chargé des titres qui lui te répond par rapport à s'il y a d'autres talents qui n'ont pas déjà choisi la chanson que tu veux faire ou si la chanson en fait peut parler à un public puisque c'est une émission. Oui. Donc il y a des codes à respecter. Il y a des codes à respecter. Donc du coup on voit un peu tout ça. Je leur envoie des chansons, ils me disent pas assez connues, déjà utilisées. Ils m'envoient des chansons, je leur dis j'aime pas, et ainsi de suite. Tu vois, c'était n'importe quoi. Et puis une fois comme ça en répétition, on me chope de répétition. Je me retrouve dans la salle avec le chargé des titres. Il lance une chanson. Donc Glory Box de Portichet. Okay. J'écoute, je connaissais la chanson sans connaître le titre. Je lui ai dit je prends tout de suite. Je lui ai dit je suis chaud, je veux. Tu vois. Il me fait ok, j'achète. Ça, j'achète, tu vois. Donc du coup je lui ai dit j'achète et il me dit ok, très bien, tu achètes. Maintenant moi ce que je veux que tu fasses c'est que tu écoutes une deuxième version de cette chanson, la version de Tricky. Donc là, c'est pour ça que dans ma chanson de Glory Box, il y a eu des passages rappés. Tu vois. C'était une autre version de la chanson, donc par l'artiste Tricky, que mon coach Marc Lavoine connaît bien en plus. Donc on m'a dit, utilise les 2 versions et crée ta version à partir de ça. J'ai pensé ma tenue et j'ai travaillé cette 3e étape, la prestation.
je sais pas combien de fois je l'ai travaillé, mais je l'ai travaillé à m'en faire des crampes. Comme j'habite à côté du Stade de France, dans les environs du Stade de France, je suis allé faire ma répétition devant le parc. Toute l'après-midi, j'ai écrit des trucs, je me suis fait des crampes. Je suis retourné chez moi, il y avait ma mère qui était là. Je lui ai dit, bah écoute, je pense que je sais comment je vais faire ma prestation. Elle me dit, bon ok, montre-moi. Elle sort son téléphone, je dégage tout ce qu'il y a dans le salon et je refais ma prestation dans le salon chez moi, tu vois, devant elle. Et elle m'a dit, ouais, pour moi c'est bon, on va voir ce que ça va donner maintenant sur scène, tu vois. Je fais ça en répétition sur le plateau pour que les caméramans et autres puissent savoir un peu ce qu'ils vont faire et les lumières, comment ça va se faire. Exactement. Et là également Marc Lavoine était présent le jour de la répétition. Donc tu fais le truc, tout se passe bien, il manque juste 2-3 petits éléments à corriger par rapport à ma prestation et autres. Mon coach scénique qui revient me voir qui me dit, ouais, quand tu fais ta danse, l'espèce de danse là, il faut que tu sois beaucoup plus vif, des petits détails comme ça, ok. Et là, on arrive le jour de la prestation. Je parle de cette prestation parce que pour moi, de The Voice, cette prestation a été la plus importante et la plus folle et la plus marquante pour moi à vivre. Avant que ce truc ne soit diffusé, quand on a vécu ce moment-là, toute l'équipe, quand je te dis absolument toute l'équipe de The Voice, se disait ça va être une dinguerie. Donc l'étape des KO, je suis derrière la grille, j'entends Nico Saliagas et Marc Lavoine qui discutent. Ok, est-ce que tu veux voir la prestation d'Ifé? Marc dit qu'il veut voir la prestation d'Ifé. Je respire, je arrive sur la scène, je me mets sur le côté. Et pendant que je faisais ce trajet, je me disais, mec, tout va bien se passer. Ne prends pas la tête, tout va bien se passer. J'étais en train de faire le processus en fait pour sortir le stress et rentrer dans mon personnage. Sauf que, et ça personne ne l'a remarqué, sauf que pendant que je faisais ce processus, bam, la musique se lance. Du coup, je me dis merde. Ok, clac, clac, je me retourne et je commence à chanter, je fais mon truc. Mais pendant que je faisais mon truc, je me disais, je pouvais me voir moi-même faire ma prestation. Je me disais, c'était pas comme ça que c'était prévu. Pourquoi tu ne bouges pas ton bras de cette façon? Pourquoi ton corps est bloqué comme ça déjà, mec? Et ok, et tout le reste de la prestation, en fait, mon corps a agi tout seul. Mon corps a agi vraiment tout seul. J'étais dans une certaine transe, je vivais le moment, mais je ne comprenais pas comment ça se fait que mon corps... Comme si tu étais un spectateur de... J'étais spectateur, acteur du truc, j'étais partout en même temps. Je ressentais le truc comme si j'étais partout en même temps. C'était complètement dingue. C'est comme cette petite scène où il y a un moment où je me retourne vers les musiciens et il y a des lumières qui s'allument vers eux. C'était pas prévu, c'est pas ce que j'allais faire en répétition, tu vois. Donc, c'était une prestation. J'étais complètement dans un feu incroyable et je suis ressorti de ça en me disant, mais waouh. Ok, mec, là t'as assuré. Là vraiment t'as assuré. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'était bien. Alors, dis-nous concrètement, qu'est-ce qui a changé après The Voice? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ce qui a changé dans ma vie après The Voice, c'est en fait, je dirais peut-être le regard des gens. Le regard des gens autour de moi. Je dirais aussi qu'il y a cette envie de garder, si tu veux, l'expérience de The Voice. J'ai appris beaucoup de choses de cette expérience. Et l'objectif, c'est de ne pas perdre de ce que j'ai gagné, tu vois. Donc, pour pouvoir le faire, il faut s'exercer. Donc, ce qui a changé, c'est aussi le fait d'être revenu au Bénin, d'avoir fait face à la beauté, à la réalité de mon pays et de rester professionnel par rapport au métier que j'exerce, tu vois. C'est-à-dire que j'ai compris avec le temps que j'étais devenu en quelque sorte un ambassadeur. J'ai fait mon premier concert ici au Bénin en tant que Ifé après The Voice. J'essaie de le prendre en étant entier, en étant moi-même. Et donc du coup de le vivre à fond, quoi. En quelques mots, dis-nous ce que tu retiens de cette aventure, là aussi de 2020 qui est toujours une année particulière pour tout le monde. Alors, ce que je retiens de The Voice, c'est l'après The Voice. Ça peut sembler être une phrase un peu complexe, mais ce que je veux dire est très très clair. Il y a eu ce que j'ai vécu à The Voice et ce que j'en ai retenu et ce que je veux faire à partir de ce que j'ai retenu de The Voice, tu vois. Et cette année 2020, quand je me suis retrouvé, à partir du moment où je me suis retrouvé impliqué donc, dans l'aventure de The Voice, j'ai senti que ça allait être une année de bataille. J'ai senti que ça allait être une année de grosse bataille, que ce soit avec The Voice et également après.
tu vois, donc de me lancer dans ma carrière d'artiste musical, chanteur et autres, et de pouvoir faire les grandes choses que je rêvais de faire. J'ai compris que c'était le moment, que c'était maintenant. Quelle orientation donneras-tu à ta carrière? Des sorties, un album? Qu'est-ce qui se prépare? Alors, ce qui se prépare, sans trop rentrer dans les détails, ce qui se prépare, c'est que déjà pour 2021, je souhaite sortir un EP, donc un CD disque de 5 à 6 titres qui pourrait être disponible sur différentes plateformes. Je suis aussi en train de préparer un projet d'expo et concert en même temps qui se ferait donc au Bénin. Ouais. D'accord. Et ça c'est pour 2021. Pour 2022, je suis en train donc de penser aussi à sortir mon album. Donc je travaille des maquettes de chansons. Et puis aussi il y a mon diplôme des Beaux-Arts à obtenir puisque là je suis en 4e année et donc voilà. Quels sont les artistes béninois dont la musique te parle, avec lesquels tu peux te retrouver sur un projet et que tu écoutes? Honnêtement, en termes d'artistes béninois que j'écoute, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des artistes béninois que j'admire. Je ne les écoute pas forcément aujourd'hui, mais j'admire ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais pouvoir effectivement travailler en collaboration avec eux. Il y a Kemptan. Kemptan, très très clairement. Il y a aussi Cotonou Boy. Nasty. Nasty, donc Nasty Nesta. Il y a Nasty Nesta. Il y a, comment il s'appelle, Ralami. Ralami aussi. Un gros coup de cœur. Voilà, effectivement, qui fait partie aussi de mes coups de cœur. Comme ça, bon, Zainab aussi, en tout cas plus pour la rencontre, ça pourrait être incroyable. Pareil pour ce qui est d'Angélique Kidjo, pour la rencontre. Mais je pense pas connaître encore suffisamment d'artistes béninois. J'ai entendu parler de Nicanor, donc du coup forcément la chanson Incoché, je la connais un petit peu. Mais voilà, genre aussi bien sûr Fanico, comment passer devant Fanico, ce n'est pas possible. Jamais. Tu vois, mais en tant qu'artiste, il y a d'autres types d'artistes aussi qui m'intéressent. Il y a des DJ, il y a DJ Haifa, il y a DJ Haifa que j'aime bien aussi, enfin en tout cas je kiffe ce qu'il fait. Il est bon. Donc voilà, en fait, ils sont quand même plutôt... Il y en a quand même pas mal, je trouve qu'il y en a quand même pas mal d'artistes béninois qui sont bons. Marc Hervé. Pourrait-on dire que c'est ta muse en griffe? Marc Hervé est une partie de moi. Marc Hervé, c'est mon petit frère. C'est également mon meilleur ami. C'est quelqu'un qui, même encore aujourd'hui, sans être physiquement présent, arrive à me faire rire. Donc tu vois, j'ai une certaine connexion avec le spirituel. Et voilà quoi, genre, je vis pour deux en fait. Je vis tout en sachant qu'il y a mon petit frère qui regarde mon dos. Parce que c'était une des dernières choses qu'il m'a dites, c'est quand je te regarde, je vois ton dos. Et pour moi, ton dos, il tombe pas. Donc tu ne tombes pas. Ah oui. Voilà. Est-ce que selon toi, la passion est une flamme attisée par la douleur? C'est une excellente question et la réponse se trouve déjà dans la question en fait. Donc je vais simplement te répondre oui. Tu vois, clairement, je considère que... Et là, c'est un parti pris. Ce que je m'apprête à dire, c'est un parti pris. Pour moi, les vrais artistes sont des gens torturés. Les vrais artistes sont des gens torturés parce que justement, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui est brut, qui est réel, tu vois, et qu'ils transmettent aux autres, c'est cette énergie en fait qui, que ce soit à travers la musique, à travers le dessin et autres, c'est ça qui fait vivre en fait, tu vois, de ce côté artistique de la chose, c'est ça qui fait vivre. Pour donner un exemple, il y a une artiste qui s'appelle Christelle Yaovi, métisse, béninoise et d'autres origines aussi. Donc Christelle Yaovi, je l'ai rencontrée il y a 3 ans. Dans une expo qu'elle faisait donc du coup ici à Cotonou. Et je suis tombé sur une de ces toiles, grande toile rouge, tu vois. J'ai vu cette toile, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis mise à pleurer. Et c'était juste une sorte de connexion particulière avec la chose sans trop savoir ce que c'était. Et elle est venue, elle m'a vu en larmes et je lui ai demandé quel est le nom de cette pièce, tu vois. Elle m'a dit Mes entrailles. Quand j'ai eu le titre plus ce que j'avais en face de moi, j'ai compris la douleur qui m'a fait pleurer automatiquement, tu vois. Donc en fait, c'est ce genre de sensation que peut apporter la musique et que les gens ressentent, en tout cas, ils me le renvoient. Ils me le renvoient, ils me le disent. Genre, donc ouais, l'art a quelque chose d'incroyablement fort.
incroyablement fort et je suis très 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 fier de faire partie de ce rouage. D'accord. De ce séjour à Cotonou, quels sont tes meilleurs souvenirs et peut-être des pires aussi? Mes meilleurs souvenirs, déjà je pense que je vais retenir un truc, c'est hier je fêtais mes 28 ans. Ah d'accord. Hier je fêtais mes 28 ans et donc je suis né le 30 septembre. D'accord. Et ça faisait exactement Valence. Valence, ça va, t'es Valence? Oui. Quel jour? Le 8 octobre. 8 octobre, ok, Ouais. donc dans pas longtemps, dans vraiment pas longtemps. Pile comment je vais arriver à Paris. Anyway, donc revenons à la question. Oui, la question, ce sont tes meilleurs souvenirs. Mes meilleurs souvenirs. Donc du coup, hier, je fêtais mes 28 ans et ça faisait 13 ans que j'avais pas fêté mon anniversaire au Bénin. Tu vois. D'accord. Donc c'était c'est particulier, ça m'a fait énormément de bien. J'ai passé une belle journée entouré de ma famille. J'ai eu un moment très très fort avec mon grand frère. On allait se poser à Fidrosset dans le saloon, tu vois. Et donc du coup, j'ai eu une journée tout en sobriété avec les gens que j'aime. Ouais. Et c'est l'essentiel, tu vois. C'est vraiment l'essentiel. C'est ça aussi qui me permet de me ressourcer parce que évidemment, en France, j'ai quand même quelques personnes, tu vois, mais j'ai pas là exactement. La souche familiale est ici. Là-bas, je suis tout seul entre griffes, tu vois. Et donc c'est ça, c'est vraiment un truc vraiment bien. Un très bon souvenir aussi, c'était mon concert au Chrome, qui était un vraiment très bon souvenir. Ouais. Ma rencontre avec les musiciens du Chrome, les répétitions. On a fait des répétitions au Yes Papa et donc c'était génial. J'ai découvert le Yes Papa, j'ai rencontré le fils de Jonas Pedro. Oui. Voilà quoi, j'ai passé des moments en fait en musique qui m'ont fait énormément de bien ici au Bénin. Et les pires, également le concert au Home. Parce que ouais, j'ai passé un moment, en fait c'était juste après le concert. Si je ne peux pas donner de détails. Oui. Ce que je peux dire en fait c'est, tu sais, quand tu rentres au Bénin, et que tu te retrouves donc confronté aux réalités du pays, tu peux également te retrouver déçu par rapport à un certain nombre de choses, tu vois. J'ai investi énormément dans ce concert et dans ces projets en fait que j'ai réalisés depuis que je suis arrivé. J'ai investi et je te parle d'investissement financier. Et le retour sur investissement pour l'instant, il est négatif. Et comment les choses se sont passées, il y a eu des histoires. Vraiment sans rentrer dans les détails, mais il y a eu des histoires et ça fait que ce à quoi tu t'attends, tu ne l'obtiens pas, tu vois. Donc c'est par rapport à ces choses-là, toute la logistique autour, qu'il y a eu des moments qui ont été assez terribles pour moi. Quelle est la chanson idéale pour déclarer son amour, selon toi? La chanson idéale pour déclarer son amour, c'est étrange ce que je vais te dire, mais ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Tout dépend de la façon dont tu chantes cette chanson, mais ouais, ne me quitte pas. Le cœur du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Il fait fan de cinéma. Quel est le meilleur film de tous les temps pour toi? Snatch avec Brad Pitt, fin du game, clairement. Que choisirais-tu entre Konkada et chocolat? Ça c'est difficile. Ah, c'est très difficile, mais c'est trop difficile. On m'a dit que si je suis ici au Bénin, Konkada. Si je suis en France, chocolat. D'accord. Voilà. Agoum à la sauce arachide et un burger? C'est encore une question de... c'est géographique là, clairement. Agoum ici et burger là-bas. Une séance à l'intérieur de manga et un tour en skate dehors? Une séance à l'intérieur, manga et un tour en skate dehors. Ouais. En fait, tu me poses des questions hyper difficiles, toi. Mais là, c'est vraiment un dilemme. Mais je dirais une séance posée au calme de manga. Ouais. D'accord. Nous avons fini, Ife. Ok. C'était un plaisir. Bah écoute, pour moi, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi, avec toute cette équipe. Et voilà, une interview très très intéressante, Pélagie. C'est un plaisir partagé. À la prochaine visite. Et non à nous maintenant, mais ton chonon il coula. Et non à nous maintenant, mais ton chonon et non doku nous met.
Mikudo zonli, mikudo tagba, ton yo mi wa melo, ogbede ahwa machizo. Oh 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 oh, hey, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh.